Bonjour à tous, chers fans de hockey junior, et bienvenue à une autre édition du balado aux quatre coins. Ça y est, les séries vont débuter dans la Ligue de hockey junior maritime Québec et on va mettre la table pour chacune d'entre elles avec Raphaël Doucet. Également à l'émission aujourd'hui, Bill Zonon de l'Armada de Blainville-Boisbriand qui eux-mêmes se préparent pour leur série de premier tour. Ça a été une saison particulière pour l'Armada, une des équipes les plus attendues de la Ligue cette année. On a fait face à notre lot d'adversité quand même, particulièrement côté blessure. On va parler de tout ça bien sûr avec Bill et il a signé son premier contrat professionnel. Je vous rappelle que le balado est une présentation de Carlsberg. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Laissez-nous une mention j'aime également sous cet épisode. Nous sommes également disponibles sur toutes vos bonnes plateformes de balado-diffusion. Sans plus tarder, allons mettre la table pour les séries avec Raph. Et pour ce dernier épisode de la saison régulière, le directeur des communications, avec des beaux logos derrière lui qui semblent tout frais, tout chaud, tout neuf. Raph, comment vas-tu? Qui fit avec mon chandail en plus. On est concept. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, là, moi, là, tu le sais, les agencements, c'est... Tout est dans tout. Tout est dans tout. Raph, on a beaucoup à se parler aujourd'hui. On va mettre la table pour les séries dans quelques instants, mais commençons par les premiers trophées qui sont décernés. Donc, ceux, là, majoritairement liés aux statistiques individuelles. Donc, il y en a plusieurs, là, donc déjà qu'on sait. Maxime Massé qui remporte le Jean Béliveau. Justin Garbonneau qui gagne le Mario Lemieux. Rudy Guimont remporte le Jacques Plante. Tu as également là, d'autres trophées, là, donc Moncton qui gagne le Jean Rougeau. Chicoutimi, Robert Lebel et Luc Robitaille. Ouais. Donc, les honneurs individuels, statistiques qui ne sont pas soumis à des votes, qui sont maintenant décernés, ou du moins qu'on connaît les gagnants. Ouais, ça a été annoncé lundi. Donc, Maxime Massé qui remporte le Jean Béliveau à titre de champion pointeur avec 102 points, 51 buts et 51 passes. Je suis vraiment content pour Maxime Massé, Max, parce que tu sais, ce gars-là est en train de travailler fort pour avoir un contrat de la part des Ducks d'Anaheim, qui l'ont repêché au troisième tour en 2024. Puis il est vraiment en train de se donner les arguments justement pour obtenir un contrat. Bon, l'an prochain, à titre de joueur de 20 ans, il s'en va dans la NCAA. Si jamais il signe un contrat avec les Ducks, ses plans vont changer, mais présentement, c'est ce qu'il vise, aller dans la NCAA à 20 ans. Mais Maxime Massé, première fois de sa carrière qui atteint le plateau des 50 buts, première fois de sa carrière qui atteint le plateau des 100 points, puis il a vraiment été le pilier d'une très, très bonne formation que celle des Saguenay de Chicoutimi. Ouais, puis pour moi, ça en dit beaucoup. Il y a beaucoup de bons joueurs à Chicoutimi et c'est un peu lui qui s'est, du moins sur le point de vue des statistiques individuelles, élevé au-dessus du lot cette année. Ouais. C'est une chose d'être bien entouré, mais après ça, est-ce que tu es un meneur au sein d'une formation de la sorte? Puis lui, cette année, il a prouvé qu'il peut l'être. Il peut l'être, puis il a vraiment gagné en maturité. Puis tu sais, quand il est arrivé dans la LHJMQ en 2022-2023, il a été élu recrue de l'année non seulement dans la LHJMQ, mais dans la Ligue canadienne au grand complet. Donc, a connu une excellente saison de 16 ans. L'an dernier, il a été blessé, a été ralenti un petit peu, mais est vraiment revenu en force. Puis il a gagné en maturité, puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les prochaines années vont réserver dans le cas de Maxime Massé. Puis tu sais, ça a passé proche qu'il remporte le trophée Mario Lemieux, 51 buts, le même total que Justin Carbonneau, mais finalement, on est allé au bris d'égalité et Carbonneau a joué 60 matchs. En moins de C'est matchs, 3 ouais. de moins que Maxime Massé. Donc, c'est pour ça qu'il a obtenu le trophée Mario Lemieux. Puis, tu sais, pour la petite histoire, l'an dernier, là, Justin Carbonneau, c'est sorti public. Il avait été courtisé pour aller dans la NCAA. Ouais. Il a décidé de rester dans la LHJMQ. Il voulait vraiment se rendre loin, avoir une bonne saison régulière avec l'Armada, mais surtout se rendre loin en série avec l'Armada. On va voir qu'est-ce que l'Armada va faire en série, elle qui a terminé au deuxième rang de l'Ouest. Mais un des objectifs de Justin Carbonneau, il ne le disait pas ouvertement, mais on a quand même échangé des textos. Puis un des objectifs qu'il avait en tête, c'est clair, c'était Ben le oui. plateau des 50 buts. Tu sais, l'an dernier, il en a marqué 46. Il voulait mieux faire. Il est allé chercher 51 buts. Puis à tout jamais, il va être un marqueur de 50 buts. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas avec les Blues de Saint-Louis, tu peux être certain qu'en tant que choix de premier tour et en tant que marqueur de 50 buts, mais Justin Carbonneau, si ça ne fonctionne pas avec les Blues, va obtenir 2, 3, 4 autres chances de se faire valoir dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Ouais, puis tu sais, l'an dernier, je me rappelle,
Il était au 46 là, avec quelques rencontres à faire, ou du moins tout près du 50 avec quelques rencontres à faire, peut-être pas au 46 pile poil, et dans les toutes dernières rencontres de l'année, là, donc il n'avait pas réussi à atteindre le 50. Donc je suis convaincu que ça lui avait trotté en tête toute l'année de ne pas avoir réussi à le faire son année de repêchage et là de revenir. Et tu l'as dit, il a manqué des matchs. Manqué des matchs et il a quand même réussi à atteindre le plateau. On en a parlé à quelques reprises cette saison. Tu sais, Maxime Massé, le seul marqueur de 100 points cette année dans la Ligue, mais il y a moins de matchs maintenant. Donc ces plateaux-là sont plus difficiles à atteindre qu'ils ne l'étaient auparavant. Et d'être capable de le faire, que ce soit les 100 points ou les 50 buts, ben c'est vraiment des beaux plateaux à atteindre pour les jeunes. Tu sais, Max, si tu es un gardien de but, je veux te parler de Rudy Guimond. Trophée Jacques Plante, meilleure moyenne de buts accordée dans la LHJMQ à 2,27. Mais surtout, tu sais, Rudy Guimond a juste joué 2 saisons dans notre ligue. Mais il a été capable de battre le record de l'histoire de la LHJMQ pour la meilleure moyenne de buts accordée en carrière, 2,14. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel dans le junior d'être capable de présenter une moyenne à vie de 2,14. La précédente marque, elle appartenait à Colton Ellis, qui s'est promené un petit peu dans notre ligue, qui a terminé en 2021. Ça ne fait pas 30 ans, là. Ça fait seulement 5 ans. Puis Colton Ellis avait été capable de présenter une moyenne de 2,31. Donc, Rudy Guimond, une carrière exceptionnelle dans notre ligue qui va se poursuivre en série avec les Wildcats de Moncton. Il a aidé vraiment les Wildcats à aller chercher le trophée Jean Rougeau pour une 2e année de suite. Ouais. Ça fait 57 ans que la Ligue existe, Max. C'est seulement la 9e fois qu'une équipe est capable de gagner le championnat de saison régulière 2 années de suite. Bravo, Wildcats. Ouais, vraiment. Et ça a été une course effrénée entre Chicoutimi et les Wildcats. Tu sais, les Saguenayens de Chicoutimi concluent le calendrier avec quoi? Une fiche de 9-1, si je ne me trompe pas. Puis on n'a pas été capable de devancer de Moncton, qui, eux, termine sur une séquence de 9 victoires pour entrer en série, tout feu, tout flamme. Ça a vraiment été spectaculaire à suivre cette année. Mais Chicoutimi, quand même, le Robert Lepage et le Luc Robitaille de leur côté, donc on n'est pas en reste. J'adore que tu aies dit Robert Lepage. Robert Lepage. J'ai-tu dit Robert Lepage? Tu as dit Robert Lepage. Je sais que tu es un fan de théâtre, Max, mais... J'aimerais dire que c'est du mauvais théâtre que je viens de faire là. Non, regarde, c'est ce qu'on appelle un lapsus freudien, hein, dans le jargon. Alors, je sais pas à quoi je pensais. Mais tout au long de la saison, les Saguenayens ont présenté une belle mise en scène, Max. Bravo. Et résultat, meilleure défense de la LHJMQ, meilleure attaque de la LHJMQ. Donc, on ne ferme pas tout de suite les rideaux sur les Saguenayens de Chicoutimi. J'ai fini. Je trouve ça très drôle que j'aille dire Robert Lepage parce que toute l'année, je passais très proche de dire le régiment de Terrebonne. Je pense que je l'ai fait peut-être une fois hors d'onde et Alex Régimbal me l'a dit. Elle dit: t'as-tu dit le régiment de Terrebonne? Je dis: my God. Je sais pourquoi, c'est parce que ça ressemble à Régent de Terrebonne quand tu le dis. C'est ce que j'allais dire. Et j'ai réussi à jamais le dire, je pense, en ondes, régiment de Terrebonne. Mais là, comme ça, dernier épisode, Robert Lepage. Salutations, qui s'attendait certainement pas à être nommé dans un balado de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Raph, parlons maintenant des confrontations qu'on va avoir dans ces séries. On va débuter avec l'Ouest, on va conclure avec l'Est. Rouen contre Gatineau. Il y a une certaine rivalité entre ces deux équipes-là. C'est pas la rivalité de l'Abitibi-Témiscamingue, mais il y a quand même une certaine proximité. Tout est relatif dans la vie, là. C'est pas aussi proche que Victo et Drummond, mettons, mais pour les équipes les plus éloignées, il y a une certaine proximité Rouen-Gatineau. Il y a eu des confrontations dans l'histoire très intéressantes entre ces deux formations-là. Ça serait une belle et énorme surprise si Gatineau parvenait à battre les Huskies de Rouyn-Noranda cette année. 40 points d'écart au classement. Rouen, d'ailleurs, qui a terminé la saison, on vient de parler des Wildcats, mais Rouen, 9-1-0 pour passer par-dessus Drummondville et l'Armada de Blainville-Boisbriand au fil d'arrivée. 8 matchs entre les deux équipes cette saison. 8 victoires des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, pour ça que je disais là, que ce serait une belle surprise de la part des Olympiques de Gatineau si on parvenait à battre les Huskies. Sur papier, c'est vraiment une confrontation en sens unique, évidemment, à l'avantage des Huskies de Rouyn-Noranda. Mais souviens-toi, Max, l'an dernier, on disait la même chose avec les Voltigeurs de Drummondville contre les Moussets de Halifax. C'était 1 contre 8 à ce moment-là. Et les Moussets, finalement, avaient été capables de l'emporter contre les Voltigeurs de Drummondville. Mais tu sais, pour ce qui est de Rouyn-Noranda, c'est assurément la plus grande surprise dans la LHJMQ cette saison. Il n'y a personne qui voyait les Huskies remporter le championnat de l'Ouest. On avait échangé, entre autres, Bill Zonon à l'Armada de Blainville-Boisbriand. On amorçait une certaine phase de reconstruction. Tu sais, les Huskies, c'est un bon programme de hockey, puis on savait qu'on allait être encore dans la course. Mais de là à vraiment rivaliser pour le premier rang de l'Ouest avec l'Armada
Et une autre belle surprise que celle des Voltigeurs de Drummondville, personne ne voyait les Huskies aussi haut. Chapeau à Steve Hartley, chapeau à Yannick Gaucher également, le directeur général. Et pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, on va vouloir poursuivre sur cette lancée-là contre les Olympiques de Gatineau. Les Olympiques, quand même, il faut le mentionner, Max, 41e année de suite en série de la LHJMQ. C'est évidemment un record dans notre ligue. On ne prend pas de break à Gatineau. On prend Non. pas de break. On est toujours là. Toujours là. L'Armada de Blainville-Boisbriand, donc, qui, eux, se retrouvent au 2e rang. On va affronter les Tigres de Victoriaville. 35 points d'écart entre ces deux formations-là. Et ce que j'ai hâte de surveiller pour l'Armada, pour tout le parcours éliminatoire, ça va être l'état de santé. L'état de santé de l'équipe, parce que, sans dire que tout le monde a raté des matchs cette année pour l'Armada, là, mais Bill Zorno a raté des matchs. Xavier Villeneuve là, qui a fait un retour au jeu après 2 mois d'absence. Justin Carbonneau également a eu des petits bobos. Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut enfin avoir la flotte complète? Est-ce qu'on peut avoir une équipe en santé? Et je le souhaite. Je le souhaite de un, pour l'organisation qui a beaucoup sacrifié, qui a payé cher cette année pour avoir une formation qui aspire à gagner les grands honneurs. Et pour le spectacle aussi. Pour le spectacle, pour des bonnes séries, je pense qu'une Armada de Blainville-Boisbriand en santé puis qui peut vraiment rivaliser au meilleur de ses moyens, les gagnants dans tout ça seraient les partisans de hockey junior. Oui, 100%. Puis je pense que le facteur X, c'est Xavier Villeneuve. Sans jeu de mots, parce que sa première lettre, c'est X. Là. Mais Xavier Villeneuve, qui a été blessé depuis le mois de janvier, a été capable de revenir au jeu juste avant le début des séries. Est-ce qu'il est vraiment à 100%? Si oui, ça va automatiquement améliorer le jeu de puissance de l'Armada de Blainville-Boisbriand, mais également et surtout le jeu de transition, parce que ce gars-là est capable de vraiment transporter la rondelle et est également capable de faire des bombes, entre autres à Justin Carbonneau, qui après ça est capable d'aller la mettre dedans. L'Armada de Blainville-Boisbriand, tout au long de la saison, mais surtout avant la saison, s'est bâti un club vraiment pour les séries. On est allé chercher de l'expérience, entre autres avec Maël Lavigne, avec Vincent Collard, des gros bonhommes pour les séries. À la ligne bleue, on est allé chercher Spencer Gill, un autre gros bonhomme pour les séries. Bill Zono. Lui aussi a raté beaucoup de temps cette année. Ben, Spencer Gill, il a raté beaucoup de temps et il a raté beaucoup de temps également la saison dernière. Bill Zono est bâti vraiment pour les séries. C'est un joueur complet, c'est un joueur qui est capable d'être fatigant, d'être robuste également et il est capable de produire offensivement. Et Jan Golicic, qu'on est allé chercher à la date limite des transactions, le géant Golicic, qui était avec les Olympiques de Gatineau. Donc, on a vraiment une belle formation pour les séries éliminatoires du côté de l'Armada. Est-ce qu'on va être capable de remonter cette déception de la saison régulière? Parce que du côté de l'Armada, là, on voulait finir première dans l'Ouest, aucun doute. Là, on était première, deuxième, troisième. On a finalement terminé deuxième. On affronte les Tigres de Victoriaville. L'Armada est grande favorite, mais ça prend un premier tour convaincant pour la troupe d'Alexandre Jacques, pour les joueurs également de l'Armada, pour arriver avec beaucoup de momentum au deuxième tour. Oui, et en plus, ajoutons à ça William Lasselle également, qui a joué tous les matchs l'an passé en éliminatoire pour l'Océanique de Rimouski en route vers une participation à la Coupe Memorial. Ça reste quand même un gardien d'expérience. Max, si tu le permets sur Lasselle, là, je pense vraiment une petite parenthèse. Là, il a été surexploité depuis son arrivée à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il n'a pas eu beaucoup de soirées de congé. Je pense vraiment là, que cette pause-là là, de dimanche jusqu'à vendredi, le premier match des séries éliminatoires, ce 5-6 jours-là de congé là, va vraiment lui faire du bien. Oui, c'est un très bon point. Souvent, là, pour un gardien de but, d'arriver comme ça en série, là, un peu de repos, ça peut toujours aider. On a gagné les 4 matchs entre les deux équipes cette saison. Est-ce que la clé va être aussi simple que contenir les deux Ov, Shilov et Vlasov du côté de l'Armada? S'ils sont capables de faire quelques flamèches, qui sait? Peut-être qu'on va pouvoir avoir une série intéressante. Écoute, ça va être ça la clé pour les Tigres de Victoriaville, de vraiment faire en sorte que Vlasov et Shilov soient capables de produire pour peut-être semer le doute dans la tête des joueurs de l'Armada, peut-être aller chercher 1 ou 2 victoires, mettre de la pression sur l'Armada. Mais c'est sûr que sur papier, l'Armada est grandement favorite. Mais Shilov et Vlasov, à eux tout seuls, aux deux, là, sont capables de battre l'Armada. Et Gabriel Daigle, devant le filet, a connu également une très bonne saison. Lui qui vient de signer son contrat avec les Penguins de Pittsburgh. Drummondville contre Val-d'Or. Parmi les séries où l'écart au classement est marqué, j'ai encerclé celle-là parce que
Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit quelque chose du côté de Val-d'Or. Oui, il y a 27 points d'écart. Est-ce que c'est aussi le fait de parler de la surprise des Huskies? Ben, la surprise des Voltigeurs aussi toute la saison. C'est une équipe qui compte pas sur des super vedettes. C'est une équipe qui est posée balancée du haut jusqu'au bas de l'alignement. Mais on a un Philippe Veilleux du côté des Foreurs de Val-d'Or. On peut avoir du punch en attaque. Donc, est-ce que également du côté des Voltigeurs, on va avoir frais en mémoire les insuccès de l'an dernier? Hâte de voir. Ceci étant dit, devant le filet, on est bien équipé cette fois-ci. En théorie, on touche du bois. Mais je vais quand même encercler cette série-là. Je pense que les Voltigeurs ont tout pour remporter la série comme, entre guillemets, on s'y attend. On est bien coaché, bien sûr. On a l'expérience avec Sylvain Favreau derrière le banc. Mais il y a eu seulement 4 matchs entre les deux équipes cette saison. 2 victoires de chaque côté. Donc, à voir. Oui, c'est ce qui me titille un petit peu, là, parce que 2-2, l'affiche entre les deux équipes cette saison. Et puis, quand tu regardes un peu la formation des Foreurs de Val-d'Or, on a un bon gardien de but, on a certains éléments clés en défense, on a Philippe Veilleux. Je crois vraiment que l'état de santé de Maxime Coursol et de Nathan Brisson va être ultra important dans cette série-là. Les deux ont été blessés vers la fin de la saison, ça les a ralentis un petit peu. Si ces deux gars-là sont capables de jouer à 100%, si ces deux gars-là sont capables d'alimenter et de compléter Philippe Veilleux, les Foreurs de Val-d'Or, selon moi, pourraient donner du trouble à la troupe de Sylvain Favreau. Et du côté de Sylvain Favreau, on ne mise pas sur aucune vedette. On a un bon gardien de but, une bonne brigade défensive, une bonne attaque, mais les Voltigeurs de Drummondville, c'est une équipe qui travaille de la bonne façon. On ne donne pas grand-chose à l'adversaire, on ferme l'enclave, un bon échec avant, on est fatigant, on n'a pas de méga vedette, on travaille en comité. Est-ce que ça va être suffisant pour battre les Foreurs de Val-d'Or? On va le savoir dans une dizaine de jours. Dans l'Ouest, la série la plus serrée au classement, c'est celle entre Shawinigan et Sherbrooke. 5 points seulement ont séparé les deux équipes. Sherbrooke a terminé la saison régulière avec une fiche de 8 victoires, 2 défaites à la régulière dans leurs 10 dernières rencontres. Malgré tout ce que je viens de dire, Shawinigan est clairement leur bête noire. 7 victoires en autant de matchs pour Shawinigan face au Phoenix cette saison. Est-ce que ça va être un facteur de motivation pour Sherbrooke? Est-ce que les Cats vont pouvoir poursuivre leur domination? Je m'explique mal comment deux équipes aussi du même calibre. Il peut y avoir eu un aussi... 7 matchs, là. C'est pas rien, là. C'est énorme, 7 matchs, là. Remonte à la saison dernière, c'est 12. C'est vrai, t'as raison. C'est incroyable. 12 de suite. On a le numéro. On sait, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Shawinigan qu'il n'y a pas dans celle à Sherbrooke. Là, on a la formule magique de Michael Jordan, d'après moi. Mais c'est drôle parce que le Phoenix de Sherbrooke, au cours des dernières années, a été capable d'éliminer l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc, le Phoenix de Sherbrooke est vraiment la bête noire de l'Armada. Mais là, présentement, les Cataractes sont la bête noire du Phoenix de Sherbrooke. C'est une série énigmatique. 2 bons gardiens de but. 2 équipes quand même bien réparties. Sherbrooke a mieux fini la saison que Shawinigan, autant, je te dirais, dans les 2 dernières semaines que dans le dernier mois au grand complet. Shawinigan a plus d'expérience que le Phoenix de Sherbrooke. On a 2 bons entraîneurs en Daniel Renaud et Gilles Bouchard. Tu sais, quand tu regardes les dernières années, là, Gilles Bouchard a toujours été capable de trouver un moyen de passer le premier tour ou de donner vraiment du fil à retordre à ses adversaires au premier tour. J'ai aucune idée de qui va remporter cette série-là, mais je pense vraiment que c'est le genre de série qui va aller en 6 ou en 7 avec des matchs serrés. Après ça, Max, envoie un 25 cents dans les airs, puis ta prédiction est aussi bonne que la mienne. Ah, ça va définitivement être à voir. Moncton contre Saint John. La série où il y a le plus gros écart de points, bien sûr, au classement. Moncton qui amorce la défense de son titre, gonflé à bloc, 9 victoires de suite pour entrer en série. Les Wildcats ont eu une splendide saison, mais ça a été une montée en puissance cette année, les Wildcats. On avait des joueurs dans des camps LNH au début de l'année, on a eu des blessures. Caleb Desnoyers, entre autres, ça a pris du temps avant qu'il puisse être à 100% cette année. Et justement, c'est drôle parce que il y a eu 8 matchs entre Saint John et Moncton cette année. Saint John a gagné un match, le premier de la saison entre les deux équipes, alors justement qu'on cherchait notre rythme du côté de Moncton, puis après ça, 7 victoires de suite du côté des Wildcats. Oui, Caleb Desnoyers, mais on est beaucoup plus que ça du côté de Moncton. On a une belle équipe, mais quand même,
Caleb est un petit peu, du moins point de vue honneur individuel, passé un peu plus sous radar cette saison parce qu'il a joué seulement 45 matchs. Donc, c'est près de 20 rencontres là, au total qu'il a raté, mais 78 points. Il aurait été dans la course au meilleur marqueur et peut-être gagné le championnat des marqueurs s'il avait été en santé cette saison. Et lui aussi, j'ai l'impression, de un, qui arrive probablement dans la meilleure forme qu'il a été cette saison. Après ça, je ne suis pas ni son physio ni son médecin. C'est avis externe à 100%, je tiens à le dire. Et on sait à quel point c'est un gars de grand moment. Alors, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve pour ce parcours des Wildcats de Moncton. Ça va commencer donc contre les Sea Dogs. Ben, tu sais, Max, tu soulèves tellement un bon point sur Caleb Desnoyers. Il est frais et dispo. Tu sais, il a tellement joué de hockey dans les 2 dernières saisons avec les U17 canadiens, les U18 avec le Canada également, en série avec les Wildcats. Il n'a pas eu beaucoup de pauses. Il est allé également à Utah s'entraîner. Il s'est promené pas mal, mais là, il est frais et dispo. Ses poignets sont en santé. 78 points en 45 matchs. C'est une mauvaise nouvelle, honnêtement, pour les adversaires des Wildcats de Moncton. Je pense que les Sea Dogs de Saint John sont une équipe prometteuse, une jeune formation. Les Alexis Joseph, William Yared, Dylan Roddy, etc., Cameron Chartrand vont aller chercher une belle expérience dans cette série-là. Mais les Wildcats sont meilleurs sur tous les niveaux. On a un bon gardien de but en Rudy Guimond. On en a parlé tantôt avec sa moyenne de 2,27 et son efficacité de 922 cette saison. On a une excellente brigade défensive qui a été améliorée avec l'arrivée de Evan Depati à la date limite des transactions. On a été capable de remplacer nos 20 ans qu'on a perdus l'an dernier à l'issue des séries éliminatoires par beaucoup de bons joueurs, entre autres américains. Donc, on a une belle profondeur du côté des Wildcats de Moncton. Puis encore une fois, cette année, c'est le trophée Jean Rougeau qu'on vise à Moncton. Et n'importe quoi, à part le trophée Jean Rougeau, va être une déception. Jean Rougeau ou... Gilles Courteau, pardon. À mon tour de me tromper. Gilles Courteau. J'étais pas sûr. J'étais comme, attends, ils l'ont déjà, celui-là. Là? Ouais, comme, ouais. c'est moi qui... hein? Parce que tu l'as répété plus qu'une fois. Fait, je suis un peu... Non, c'est moi qui bug. Là. Il y a quelque chose que je cache pas. Là. Tommy Blyle, quelle arme pour Moncton et quelle saison il a connue. Puis du côté de Saint John, j'ai quand même hâte de voir dans une série comme ça où ça va être extrêmement difficile comment un Alexis Joseph, tu sais, va se comporter. T'sais, on dit souvent que ça prend des diamants pour forger des diamants. Ben, Alexis Joseph a été rien de moins, à mon humble avis, que sensationnel à son année recrue dans la Ligue de hockey junior majeur, 100%. Junior Maritime Québec. 60 points. Au-dessus du point par match. Je crois qu'il a... non, il termine avec 24 buts. 24 buts, 36 passes, c'est ça. Donc 60 points pile poil en 54 matchs pour Alexis Joseph. S'il avait joué l'entièreté de la saison, il aurait peut-être été le meilleur marqueur des Wildcats de Moncton, des Sea Dogs de Saint John, carrément. J'ai hâte de voir. On le sait. Écoutez, on le dit, là, il y a au-dessus de 50 points, 53 points précisément qui séparent ces deux équipes-là. Les Wildcats sont champions l'an dernier. Ça va être difficile. Mais quand même, il y a des choses à surveiller dans un circuit de développement comme ça, particulièrement comme un joueur qui risque d'être sinon la figure d'attraction de la Ligue l'an prochain en Joseph. Ouais, 100% d'accord avec toi. Il va aller chercher une belle expérience lors des présentes séries. Puis, il a connu une excellente saison de 16 ans, 60 points. Puis quand tu regardes un peu dans le classement des meilleurs recrues de la LHJMQ, toutes les recrues qui l'ont devancé sont plus vieilles. Tommy Blyle, Alexis Vlasov, Yegor Shilov, c'est 3 gars qui vont être repêchés en juin prochain. Oleg Kolibiakin, il est plus vieux également. C'est un espoir de 2026 également. Alexis Joseph va être repêché seulement en 2027. Donc, très belle entrée en matière comme 16 ans pour Alexis Joseph. Chicoutimi, eux, en ayant terminé au 2e rang, vont affronter Halifax. 39 points d'écart entre les deux équipes. On a échappé par un petit point le championnat de saison régulière du côté des Saguenayens de Chicoutimi. Seulement 2 matchs entre les deux équipes cette saison, les deux à l'avantage des Saguenayens, qui, je suis convaincu, vont vouloir justement eux aussi monter en puissance dans les séries. On a eu une fin de saison exceptionnelle du côté des Sags. On arrive justement gonflé à bloc, mais des fois, il faut faire attention justement quand on n'a pas eu beaucoup d'adversité lors de plusieurs semaines et on a un groupe d'entraîneurs expérimentés. Là. Je suis convaincu qu'on va être capable de garder l'équipe bien focus sur la tâche à accomplir. Je ne sais pas si c'est l'équipe la plus complète de la Ligue, mais quelle formation du côté des Sags également. Quelle formation. Puis, les ajouts, entre autres, à la ligne bleue, à la date limite des transactions, Max, là, Jordan Tourigny,
Thomas Lavoie, Alexis Bernier. C'est exceptionnel ce que ces trois gars-là ont été capables d'amener à la brigade défensive des Saguenayens de Chicoutimi. Lucas Beckman a été excellent devant le filet, a partagé le boulot au cours des dernières semaines avec Raphaël Précourt. Tu sais, ça va être intéressant à suivre au premier tour, mais ça va être intéressant à suivre tout au long des séries. Comment Yannick Jean va gérer ses gardiens de but. L'an dernier, les Wildcats de Moncton ont partagé lors des 3 premiers tours entre Mathis Rousseau et Rudy Guimond, mais en finale, on est allé avec Mathis Rousseau et on a continué avec Rousseau à la Coupe Memorial. Est-ce qu'on va être patient? Est-ce qu'on va alterner comme ça du côté des Saguenay de Chicoutimi? Tant qu'on n'est pas menacé, tant qu'on est en contrôle des séries, probablement qu'on va alterner. Mais tôt ou tard, il va falloir prendre une décision. Puis au moins, pour Yannick Jean, il a 2 belles options en Beckman et en Précourt. Et Yannick nous l'avait dit au balado là, il y a quelques semaines à peine que c'était effectivement la stratégie. 2 gardiens qui peuvent garder les buts. Alors ne vous surprenez pas si, comme Raph vient de le dire, qu'on utilise les 2. Il avait justement utilisé l'exemple des Wildcats de Moncton pour parler de ce qu'il comptait faire avec ses gardiens. Terre-Neuve contre Cap-Breton. C'est d'adon pour Terre-Neuve que leur première série éliminatoire va être avec l'équipe la moins loin d'eux. C'est une bonne chose. Un petit tour de traversier, puis le tour va être joué pour les 2 formations. J'ai vraiment hâte de voir les images en provenance de Terre-Neuve de ce premier parcours éliminatoire. Je suis convaincu que ça va être électrique. 11 points séparent les 2 équipes, mais je pense que les Eagles, ils ont la formation pour battre Terre-Neuve, pour causer une des surprises du premier tour. Après ça, Terre-Neuve va être favori. Terre-Neuve a une belle équipe. On est définitivement capable d'avoir une bonne première ronde également, puis de faire un bout de chemin en série du côté du régiment, notre première année d'existence. Mais je trouve que les Eagles, c'est vraiment parmi les négligés, une équipe que je trouve qui est à surveiller. Moi, ce qui m'inquiète du côté des Eagles, c'est qu'on a vraiment mal fini la saison, Max, avec seulement 2 victoires à leurs 10 derniers matchs. Mais je suis d'accord avec toi. Les Eagles sont une équipe quand même qui ont des gros bonhommes, qui sont robustes, qui vont être capables d'aller jouer du hockey de série et de déranger le régiment de Terre-Neuve. Du côté du régiment de Terre-Neuve, avant de parler des séries en tant que telles, je tiens à les féliciter parce que à leur première saison à St. John's, ont réalisé un record d'assistance pour l'histoire de la LHJMQ. À leur première saison, ça a été la plus haute marque dans l'histoire de la LHJMQ, au-delà de 5300 spectateurs par match pour le régiment de Terre-Neuve. Puis tu sais, quand la Ligue, on a décidé de transférer le Titan d'Acadie Batters à Terre-Neuve, on a été critiqué. C'est normal, on le comprenait, parce que par le passé, on l'avait tenté, St. John's, et ça n'avait pas fonctionné. Et il y a d'autres équipes également qui ont tenté St. John's et ça n'avait pas fonctionné. Mais pour une première saison, de voir à quel point cette équipe-là a eu un impact immense dans sa communauté, à quel point les partisans du régiment ont rapidement embarqué, c'est vraiment de toute beauté à voir. Puis Gordy Dwyer a bien bâti son équipe. Louis-Antoine Deneau a été une acquisition clé à la date limite des transactions pour vraiment solidifier le régiment devant le filet. Gros bonhomme, a eu des bons moments dans les dernières semaines devant son filet. Justin Larose amène beaucoup de punch offensif, entre autres avec Louis-François Bélanger et Marek Daneček. Le régiment de Terre-Neuve pourrait se rendre loin. Tu sais, je regardais un petit peu sur les différents blogs et les différents sites Internet. Il y en a qui voient le régiment de Terre-Neuve dans le carré d'as. Ça se pourrait, mais avant, il faut battre le Cap-Breton. Cap-Breton a gagné les 5 premiers matchs entre les 2 équipes, mais Terre-Neuve les 3 derniers. Donc, ça va être intéressant à suivre ces 2 formations-là. Et finalement, Charlottetown contre Québec, c'est la série la plus serrée au classement. 3 points d'écart entre les 2 équipes. Charlottetown qui entre en série sur une séquence de 2 défaites, mais quand même 7 victoires à nos 10 derniers matchs. On s'est affronté à seulement 2 reprises, une victoire de chaque côté entre ces 2 équipes-là. S'il y a une série qui a à être longue dans l'Est, c'est celle-là. Je parlais tantôt de Shawinigan contre Shawinigan, que j'ai aucune idée qui va l'emporter. Je pourrais dire pratiquement la même chose entre Charlottetown et Québec. Charlottetown a eu un excellent départ, creux de vague en milieu de saison. Et dans le dernier mois, les Highlanders de Charlottetown, en fait, depuis l'arrivée d'Ivan Ryabkin, l'espoir des Hurricanes de la Caroline, les Highlanders de Charlottetown sont assurément l'une des bonnes équipes dans la LHJMQ. C'est une série qui va être longue, c'est une série qui va être robuste. On a 2 bons gardiens de but en Donald Hickey et également Patrick Déniger. Tu sais, Déniger, là, Max, là, petite parenthèse, là, c'est une recrue. Et en 30 matchs, 2,33 de moyenne. Et il ne jouait pas derrière une puissance. Là.
Il jouait derrière les Remparts de Québec qui ont terminé en milieu de peloton, mais Patrick Déniger a terminé deuxième dans la course au Trophée Jacques-Plante. Si Déniger est capable d'être solide devant son filet, les Remparts pourraient étirer la série. Et rendu en 6 ou en 7, on verra qui va l'emporter. Et j'ai hâte de voir si de bonnes séries, au moins 2 rondes, pourraient contribuer à aider Maddox Dagenet pour son repêchage. Il a terminé la saison avec 30 buts. Il a terminé au point par match. Quand tu regardes Maddox Dagenet, en théorie, c'est un gars qui devrait être bâti pour les séries. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui, lorsqu'on lui a parlé cette saison, semble apprécier de plus en plus la physicalité du jeu également. Je pense vraiment qu'il peut être un leader pour les Remparts dans cette série-là. Et justement, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir continuer d'améliorer son bagage pour le repêchage de la LNH. Puis, tu fais bien de parler de Maddox parce qu'il a vraiment bien progressé cette saison. J'ai vu plusieurs de ses matchs. Puis, tu sais, Maddox Dagenet a tout le temps été grand, a tout le temps été gros. Il a tout le temps eu un tir dévastateur. Donc, dans les niveaux inférieurs, il pouvait se fier d'abord et avant tout là-dessus, puis il continuait de produire. Mais l'an dernier, 16 ans, a été blessé, un meilleur niveau dans la LGMQ face à des gars de 17, 18, 19, 20 ans. Ça a été un petit peu plus difficile que prévu pour Maddox, puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Mais cette année, il est devenu un joueur plus complet, va davantage devant le filet, va davantage dans les coins de patinoire, se sert davantage de son gabarit et résultat, il est capable d'obtenir des rondelles, il est capable ensuite de vraiment là, solliciter son tir et d'aller chercher des buts. Donc, ça va être des importantes séries, des grosses séries pour Maddox Dagenet, un espoir de 2026 pour la LNH. Voilà, le tableau est fait, la table est mise pour ces séries et la JMQ qui vont débuter. C'est une des plus belles périodes de l'année, du bon hockey au printemps en plus. Puis après ça, il commence à faire beau. Vous allez pouvoir sortir le barbecue dans les différents stationnements, tout ça, dans l'entour des arénas. Là. Moi, aller dans une aréna en short, là, ça fait partie de mes petits plaisirs dans la vie. Alors bientôt, comme l'impression qu'on va pouvoir le faire. Raph, un énorme merci. Toujours un plaisir. Salut Max, on se voit bientôt. Il se prépare maintenant pour les séries, ses premières séries en tant que membre de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et maintenant, on peut dire d'une certaine façon un joueur de hockey professionnel parce qu'il a signé son premier contrat avec les Pingouins de Pittsburgh. Bill au nom de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Bill, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Félicitations, premier contrat professionnel. Comment tu te sens que ce soit fait, que ce soit réglé? Maintenant, on se concentre sur le reste de la saison, mais ça a été quoi tes premières émotions? Là? Je sais que tu avais déjà été repêché, le contrat, ça allait être une formalité, mais de le signer, ce premier contrat-là, là, comment on se sent? Ouais, ben ça fait beaucoup de bien. Tu sais, là, on passe à autre chose. La première étape est finalisée, puis je suis concentré 100% avec l'Armada, puis aux séries qui s'en viennent. Là. Et justement, parlons-en un peu de ces séries-là qui s'en viennent, Bill. Ça a été une saison assez rocambolesque, j'ai envie de dire, pour l'Armada, parce qu'il y a eu des blessures. Toi-même, tu as eu ton lot de blessures. Mais là, maintenant, on entre en série. Je sais que Xavier vient de revenir au jeu. Il a joué 2 matchs depuis son retour. C'est quoi le mood? C'est quoi le vibe en ce moment pour rentrer en série de votre côté? Le vibe est très bon. Tu sais, comme tu as dit, on a été quand même affecté par les blessures. Fait que je pense même pas qu'on a eu un match avec notre équipe complète. Puis ça devrait arriver en fin de semaine en série. Donc, les gars sont très excités. On a tourné la page, la saison s'est pas déroulée comme on l'aurait souhaité, mais comme je dis, c'est dans le passé. Puis en ce moment, on est juste vraiment concentré sur le premier match le vendredi. Puis c'est important pour nous de rester dans le moment présent. Comment vous êtes passé à travers ça? C'était quoi un petit peu peut-être les mots d'ordre des entraîneurs de rester concentré à travers tout ça, de peut-être voir une adversité positive là-dedans? Comment vous avez transformé peut-être ça en un positif, cette adversité-là avec les blessures cette saison? Ben, tu sais, je pense que souvent, l'adversité comme ça, tu sais, elle t'aide au bout de la ligne. Donc, pour nous, tu sais, ça va être dans les séries. C'est pas toutes les équipes qui ont vécu autant d'adversité que nous. Donc, on utilise cette expérience-là pour le futur. Puis, c'est ça, comme j'ai dit, ça va nous aider au bout de la ligne. Puis, tu sais, en même temps, tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, tu sais, quand un joueur se blesse ou quand un joueur tombe, ben, c'est au reste de l'équipe de se tisser ensemble, puis de continuer à travailler dans la même direction. Toi, sur le plan individuel aussi, tu as été affecté cette année. Tu as eu entre autres une blessure au bas du corps à la fin de l'automne qui t'a fait rater beaucoup de rencontres. Tu as terminé la saison avec 35 matchs. C'est pas quelque chose à quoi tu as été habitué ces dernières années. Je pense que tu n'avais raté aucun match, je ne me trompe pas, dans les 2 dernières années avec les Huskies de Rouyn-Noranda.
Comment tu as vécu ça sur le plan personnel là, dans ta carrière junior? Une première blessure assez sérieuse qui t'a fait rater beaucoup de matchs. Qu'est-ce que peut-être ça t'a appris sur toi? Puis comment on travaille autrement pendant ce temps-là pour poursuivre la progression? Parce que tu demeures un jeune joueur quand même avec des aspirations là, d'atteindre les prochains niveaux. Ouais, ben, ça a certainement pas été facile. Comme tu dis, quand tu le vis pour la première fois, c'est tout le temps pire. Hem, ben, c'est ça, tu sais, pour moi, ça a été une chance de vraiment être reconnaissant, du temps que je passe quand je suis pas blessé, comme en ce moment. C'est tellement facile d'être dans le moment présent, puis d'oublier à quel point tu es chanceux d'être capable de pratiquer à chaque jour, d'être capable de tout faire, au maximum de tes aptitudes. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, comme je dis, la première c'est tout le temps la paix. Donc, si jamais il faut que ça arrive un autre jour, je vais être prêt. Je veux savoir comment me débrouiller, que ce soit mentalement ou physiquement. Puis, tu sais, pendant mon séjour à Pittsburgh, j'ai quand même été capable de côtoyer, tous ces gars-là, puis d'être autour de gars de la Ligue nationale, puis, d'être autour des trainers, des coachs, des préparateurs physiques. Donc, ça a été quand même une belle expérience pour moi là, de vivre ces moments-là à Pittsburgh. Parle-moi-en de ça, de ce côté-là. Tu sais, les installations, tout ça. Puis bien sûr, en ce moment, les Pingouins, c'est une équipe remplie de vétérans. Je suis convaincu de pouvoir être juste dans cet environnement-là. Je ne sais pas si tu as pu voir certains, côtoyer certains des joueurs ou vraiment c'était plus avec le personnel, mais comment, à quel point c'était impressionnant peut-être, puis de vivre ça, là, ce moment-là. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Tu sais, quand tu es jeune, tu regardes ces joueurs-là jouer à la télé, tu rêves d'être là un jour, puis là, d'être capable de le vivre pour de vrai, c'est spécial. Puis c'est ça, les vétérans ont été incroyables avec moi. J'étais quand même proche de l'équipe, tu sais, j'allais au match, quand ils étaient à la maison, puis j'étais dans la chambre avec les joueurs, j'avais mon Wow! mon stall moi aussi. Fait que, tu sais, j'essaie d'en apprendre le plus possible sur ces gars-là, puis, je vais me rappeler de ça, ces jours-là, toute ma vie, là. Wow, wow, ça donne le goût pour les prochaines saisons. Je suis convaincu de vouloir y arriver un peu plus tôt. Mais vous avez du chemin à faire dans le reste de la saison avec l'Armada. Tu me disais que le mood est bon, le vibe est bon. Le fait d'avoir passé à travers de l'adversité cette saison, souvent tu sais, les équipes qu'on sait dès le début de la saison, tu sais, on ne se fait pas de cachette, on le savait avant le début de la saison, vous étiez une formation à surveiller, on a fait ton acquisition, on a fait l'acquisition de Spencer Gill. Euh, L'objectif cette année, c'était d'aller chercher la coupe, mais d'avoir vécu peut-être cette adversité-là pendant la saison. Souvent, les bonnes formations comme vous ne le vivez pas nécessairement, puis on va peut-être le vivre une première fois en série. Penses-tu que ça peut vous aider, ça, d'avoir déjà eu à passer à travers ces moments-là cette année? Ouais, exact, je pense que tu l'as parfaitement dit. C'est de l'adversité comme on en a vécu, c'est pas souvent que tu la vis à ce point-là. Puis comme j'ai dit, nous, on s'attend à aller loin en série, puis on sait que un jour ou l'autre, à un moment donné, ça va nous servir. Puis je dirais que même d'être capable de vivre autant d'adversité, ça aide le groupe à se rapprocher encore plus, mais à travailler ensemble encore plus. Donc ça va nous aider, c'est sûr. Si on regarde ton rôle au sein de l'Armada, c'était comment pour toi arriver au sein de cette équipe-là, qui compte déjà sur plusieurs joueurs, qui compte déjà sur beaucoup de joueurs offensifs. On le sait, toi, tu peux jouer au centre, tu peux jouer à l'aile, tu es bon sur les 200 pieds. Tu es un gars qui est capable de jouer physique, tu as une bonne charpente, même si on va en parler dans quelques minutes. Tu as vraiment développé le côté gentilhomme à un tout autre niveau cette année avec 6 minutes de punition seulement. Mais ça a été comment pour toi, peut-être, trouver ton rôle au sein de l'équipe? Ça a été quoi, peut-être, les conversations au début avec l'entraîneur? Parce que une bonne équipe comme ça, on le sait, vous êtes plein de bons joueurs, vous voulez vos minutes, vous voulez également un rôle qui est important. Ça a été comment pour toi, trouver ta place au sein de cette équipe-là? Comment ça s'est fait? Ben, tu sais, je dirais depuis le début, l'Armada avait un plan, tu sais, quand ils sont venus me chercher, ils savaient pas mal où est-ce que j'allais jouer l'alignement, puis qu'est-ce que j'allais être capable d'amener à l'équipe. Donc, les conversations, ça a juste été d'être le même joueur que j'étais l'année passée ou quand j'étais avec les Huskies. Puis, tu sais, je pense que l'adaptation, c'est tellement bien faite parce que le groupe est excitant. Tu sais, on est rempli de bons joueurs. Donc, quand tu joues avec des joueurs intelligents, ça facilite les choses, surtout au début quand tu arrives dans une nouvelle équipe. Puis, tu sais, même les personnes dans l'équipe, les gars sont incroyables. Les gars m'ont vraiment appris dans l'équipe. Puis, c'est ça, j'aurais pas pu demander mieux comme nouvelle opportunité cette année.
La dernière fois qu'on s'était parlé, Bill, je me souviens, la transaction venait d'arriver et à ce moment-là, il y avait des rumeurs peut-être que Justin allait pas être de retour. Vous étiez, je pense, dans la même chambre d'hôtel quand vous aviez su ta transaction. Finalement, c'est toi qui l'as convaincu de rester avec l'Armada cette année. Je sais pas, faudrait lui demander, mais je suis content qu'il soit là en ce moment, puis les deux, on a beaucoup de fun ensemble. Blague à part, je parlais du fait que tu as 6 minutes de punition cette année. Je me souviens, l'an dernier, on s'était parlé, puis c'est quelque chose qui est important pour toi, tu me disais, oui, d'être capable de jouer physique, mais de le faire proprement. Tu sembles avoir atteint vraiment un autre niveau cette année. Comment tu composes, tu contrôles ça? Parce que tu es un joueur qui est difficile à affronter, je le sais, tu es grand, tu es pesant, tu es lourd le long des rampes. Comment tu fais pour être capable de jauger, peut-être de contrôler ça et d'être un joueur qui est capable d'être aussi propre dans le jeu, tout en étant quand même un gars qui est capable d'amener une composante physique à son jeu? C'est une bonne question, honnêtement. J'ai jamais vraiment pensé, mais tu sais, je pense que le facteur, c'est peut-être la chance. Euh, c'est ça. Je suis souvent là dans les batailles, mais tu sais, je contrôle quand même mon bâton. Tu sais, j'essaie de ne pas vraiment faire de punition de bâton, que ce soit un high stick ou trébuchage ou whatever, mais c'est ça. Je dirais qu'il y a peut-être le facteur de la chance là, qui rentre là-dedans. Là. Ah bon, on va surveiller dans les prochaines rencontres. Les arbitres aussi vont peut-être se prendre une petite note. OK, peut-être que Bill fait des affaires là, derrière le jeu qu'on voit pas. Blague à part, la dernière fois également qu'on s'était parlé, c'était tout juste avant ton repêchage. Tu en as parlé un peu des moments que tu as passés avec l'organisation des Penguins de Pittsburgh, mais comment tu avais vécu ça l'été dernier? Je me souviens les entrevues, d'ailleurs, tu avais donné beaucoup de bonnes entrevues, et je me souviens de celle où tu avais parlé là, de la fierté québécoise, puis l'importance pour vous. Tu sais, vous avez été 3 joueurs repêchés en première ronde l'an passé, toi, Justin, puis Caleb Desnoyers également. C'était aussi assez phénoménal le repêchage l'année dernière. Comment tu as vécu cette soirée-là? Ça a été quoi peut-être la fierté? Comment tu as vécu ça également avec tes parents, toute cette séquence d'événements-là qui a mené à ton repêchage par les Pingouins en première ronde? C'est une soirée très spéciale. Tu sais, je pense à tous les efforts que pas juste moi, mais tu sais, mais que ma famille ou les entraîneurs ou tellement de personnes ont mis pour que je sois capable de vivre cette soirée-là. Donc, tu sais, je suis très reconnaissant envers toutes ces personnes-là. Puis pour nous, c'était une célébration, comme je dis, de tous ces efforts. Puis, tu sais, même des fois, j'y pense avant d'aller me coucher. Ah, c'est vraiment le fun cette soirée-là au draft. Puis j'essaie d'imaginer, tu sais, c'était comment de marcher sur le stage ou faire mes entrevues après le draft ou, tu sais, prendre l'avion pour aller à Pittsburgh après. Mais, tu sais, c'est vraiment des moments que je vais me rappeler pour le restant de ma vie. Puis, tu sais, depuis toute ma jeunesse, j'ai rêvé à des jours de même. Donc, ça se finalise pour de vrai, c'est incroyable. T'as 19 ans. Pour un gars de ton âge, les Penguins de Pittsburgh, c'est peut-être la formation, l'organisation qui a eu le plus de succès dans ta jeunesse. Quand t'as enfilé ce chandail-là, tu sais, je veux dire, t'es vu, je suis convaincu, gagner la Coupe Stanley en 2016, en 2017. En plus, il y a beaucoup de Québécois dans les 20 dernières années qui ont fait leur chemin, une belle carrière. Là. Quand t'as pris le chandail, c'était comment pour toi? Ça avait-tu une valeur particulière que ce soit cette équipe-là qui a eu tant de succès depuis que tu es tout jeune, en fait? Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, je le dis souvent, mais être repêché, c'est une chose, mais être repêché par les Pingouins, pour moi, c'est une autre chose. C'est sûr que n'importe quelle équipe, ça aurait été incroyable, mais comme tu dis, les Pingouins ont tellement une belle histoire, puis c'est une culture gagnante. Donc, honnêtement, au début, j'y croyais même pas. Juste d'être capable de porter le chalet des Pingouins avec mon autre famille en arrière, c'est incroyable. Puis, tu sais, je t'en parle, puis j'ai quasiment des chills. Donc, La première conversation avec Sidney Crosby, ça a été comment? c'était stressant, je dirais. Ouais, j'étais habitué de le voir à la télé, puis tu sais, sur Instagram, des vidéos de lui, whatever, mais quand tu es face à face avec lui, c'est quelque chose. Puis tu sens son aura Ouais, hein? quand tu es proche de lui. Donc, non, c'est incroyable. Puis la personne, ben, c'est tout ce que vous lisez, là. C'est une personne incroyable qui traite tout le monde de la bonne façon. Est-ce que tu as passé du temps là, donc forcément, oui, un peu, mais lorsque tu es avec l'Armada, est-ce qu'une fois qu'on est repêché, est-ce qu'on porte un peu plus attention à la saison en cours de l'équipe qui nous a repêchés ou tu suis ça un peu plus de loin, pas nécessairement dans le day-to-day parce que tu es concentré sur tes affaires? Ouais, c'est sûr que je l'ai su de proche. Tu sais, quand
j'ai rien à faire le soir, puis juste c'est ça que je vais regarder peut-être une période ou deux. Puis, tu sais, quand je suis pas capable de les regarder, je regarde le score ou je regarde comment la game s'est passée. Mais c'est sûr que je porte plus attention à eux maintenant que je suis repêché, là. Ils ont une saison complètement surprenante. Pourraient se qualifier pour les séries, contre toute attente, du moins, des clowns comme moi qui suivent ça de loin. Est-ce que pour toi, c'est un petit facteur de motivation supplémentaire de voir qu'ils ont du succès rapidement? Il y a Ben Kindle qui a été repêché en même temps que toi, là, qui a du succès avec eux. Tu regardes ça, puis est-ce que ça te gratte encore plus d'essayer d'arriver le plus tôt possible pour contribuer à un nouvel essor de cette équipe-là? Ouais, ben, je dirais oui et non. Tu sais, je suis vraiment concentré sur l'Armada en ce moment. Tu sais, je suis ici à Blainville, puis je joue pour eux, mais c'est sûr que c'est motivant, tu sais, de voir qu'ils vont bien. C'est surtout quand les gens pensaient qu'elle allait être une des pires équipes dans la ligue, puis à cause du leadership, puis la culture, comme je dis plus tôt, sont capables de faire des bonnes choses. Donc, c'est sûr qu'un jour, ben, tu sais, je veux faire partie de ce groupe-là qui a l'air très spécial. Puis c'est ça. Si on revient à l'Armada de Blainville-Boisbriand, je sais que tu viens de la région de Montréal, d'avoir été rapproché de ta famille un peu cette année. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir à court terme te réserve. Là. À 19 ans, est-ce que l'an prochain, tu vas faire le saut chez les professionnels ou quoi que ce soit, mais d'avoir pu passer cette année-là un peu plus proche de ta famille, est-ce que ça a été une belle expérience pour toi? Oui, ça a été une très belle expérience. Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'étais autant excité de venir à l'Armada, d'être proche de ma famille. Euh, tu sais, qui était possiblement ma dernière année que j'allais passer tu sais, à Montréal ou dans la province du Québec. Donc, j'essaie d'en profiter le plus possible. Puis, à date, c'est beaucoup de fun. Ça te va bien le numéro 9, d'ailleurs, Bill. J'aime ça. Merci. Numéro un peu plus traditionnel, là, comme ça. Ça t'allait bien les 6 aussi, là, mais 9, là, c'est plus mean, en tout cas. Je te dis ça de même. T'es peut-être gentilhomme sur la glace, mais t'as l'air plus mean. Moi, j'aime ça. Hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Bill, ce soir. C'est super apprécié. Bonnes séries éliminatoires. Je t'en souhaite des bonnes. Je vous souhaite que vous vous rendiez très loin en série. Puis après ça, merde pour ton été puis tes débuts chez les professionnels. Bonne série avec l'Armada. Merci beaucoup. Bill Zonon de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette autre édition du balado aux quatre coins de présentation de Carlsberg. Bonne série, peu importe dans quel marché de la ligue vous êtes, je vous en souhaite des très bonnes. Ça a été un plaisir de vous accompagner tout au long de la saison de la LHJMQ et on se reparle très bientôt. Merci tout le monde.